Bonsoir. On est réunis ce soir à cause d'une Neuchâteloise. Cette Neuchâteloise, la voilà. Elle nous attend pour l'apéritif au MIH et on pourra la voir, peut-être la toucher un petit peu à travers la glace. Et c'est elle qui vous amène, je crois, c'est elle qui m'amène aussi là pour vous parler. Et elle est là parce qu'elle a une grande sœur qui est à l'hôtel de ville à Neuchâtel, qui lui ressemble beaucoup et que certains d'entre vous ont déjà vu, je pense. Et celle-ci est à Neuchâtel, à l'hôtel de ville, parce que toute cette équipe l'a imaginée, conçue, dimensionnée, réalisée, installée. Donc c'est le travail d'un grand collectif, ici 3-4 ans de travail qui ont amené à la réalisation de cette belle mécanique. Alors les gens l'aiment parce qu'elle ne fait pas tic-tac. C'est ce qui marque, c'est l'absence de tic-tac. Alors c'est ce qui est ressorti, c'est pas ce que nous on a mis en avant en tant que concepteurs, mais c'est ce que les gens ont retenu. On le voit ici dans les articles de vulgarisation scientifique et on le voit aussi dans la presse. Donc elle ne fait pas de bruit au sens audible, mais elle fait du bruit dans la presse et on en est ravis. Alors on va ce soir essayer de traverser ensemble l'histoire de sa conception. On va partir du contexte, et on va passer un peu de temps ici à essayer de comprendre quel est finalement qu'est-ce qu'on est en train de faire, dans quelle histoire on s'inscrit,
Et ensuite, on va parcourir 2 fois ce chemin de conception qui va d'un besoin, d'un appel à quelque chose, jusqu'à la réalisation. Une fois avec la grande sœur de Neuchâtel et une fois avec la nouvelle jeune qui nous attend, encore une fois, au Rémiage. Alors, le temps, c'est un thème qui intéresse beaucoup de monde, et on va l'aborder de manière extrêmement simple, ensemble, avec la mécanique qu'on dit newtonienne. Donc, pour moi, le temps, c'est simplement du mouvement. Donc, Newton nous dit qu'une masse sur laquelle agit une force se met en mouvement. Et dès qu'il y a mouvement, il y a temps. Et ce temps, parfois, on va l'entendre. Donc, si je lâche cette balle, environ 1 seconde plus tard, on va entendre un son. Donc, mouvement égale temps. Pour réaliser une base de temps, c'est-à-dire un système qui nous permettra de le mesurer sur la durée, pas seulement 1 seconde, mais peut-être 10 secondes, 1 heure, 1 journée, plusieurs jours, etc. Il faut réussir à répéter ce mouvement et qu'il se répète de manière aussi régulière que possible. On peut le faire avec cette expérience-là. Alors, on a réussi à découper le temps en tranches. Malheureusement, elles ne sont pas égales. Donc, on a une base de temps, mais le temps, dans cette expérience ici, s'accélère. Et l'objectif de l'horloger, c'est de réaliser un objet peut-être un peu plus compliqué que celui-ci, mais qui aura la propriété de battre la mesure régulièrement. Alors, maintenant, on va reprendre un peu les origines. Donc, le temps, c'est du mouvement, comme je l'ai dit, et avant de le découper par une machine, il a été observé par le défilement de balles de golf un peu différentes, qui sont le Soleil, la Lune, les étoiles. Et c'est un mouvement, c'est important de le noter ici, qui est continu. Donc un mot-clé, un leitmotiv pour ce soir, ce sera le mot continuum. L'homme cherchant à comprendre la mécanique céleste a réalisé des objets mécaniques reproduisant certains des mouvements des astres qu'il pouvait observer, les planétaires, les astrolabes, et il a voulu aller plus loin, il a voulu insuffler le temps à ces machines. Et pour insuffler le temps à ces machines, il a créé quelque chose qui ressemble à ma balle de golf. C'est ici des masses qui, au lieu de tomber, vont être mises en rotation par ce qu'on appelle un échappement, un mécanisme qui accélère le système dans une direction, puis l'accélère dans l'autre direction. Et le principe physique est le même que cette balle qui tombait. Si la force motrice est constante, alors la fréquence va être constante. Malheureusement, certains mécanismes, comme ici des personnes sur une balançoire, vont avoir la force qui varie, et si la force baisse, la fréquence diminue. On a un mauvais isochronisme. Néanmoins, ce genre de machines ont équipé les clochers de nos églises et réussi à synchroniser la vie dans de nombreux villages. On est là à peu près au XIIIe siècle. Viennent les grands progrès, en particulier avec le pendule. Alors le pendule, c'est rien d'autre qu'une balançoire, et Galilée a observé que ce type d'objet oscille avec une fréquence qui dépend extrêmement peu de l'amplitude. Donc on a réussi à créer une sorte de balle de golf qui rebondit, mais dont la période de rebond ne dépend pas de l'amplitude ou de l'énergie qu'il y a dans la balançoire. Alors voilà l'image avec la date, donc 1602, Galilée, 1656, Huygens, qui démontre qu'effectivement, on a de manière scientifique la preuve que la période d'oscillation dépend très peu de l'amplitude de l'oscillation. C'est l'introduction de la science dans l'artisanat horloger. Grâce à ça, on va améliorer la précision de nos horloges. Si vous allez à Zeitglocke à Berne, vous verrez, il y a les traces de l'ancien folio qui a été remplacé par un gros pendule avec une pierre assez impressionnante pour améliorer la précision. Donc ça a été un progrès technique, le passage de ce folio au pendule, qui a amélioré grandement la précision des horloges. La grande étape suivante, c'est de remplacer la gravité par autre chose. La gravité pose des problèmes. On peut le voir par exemple avec un métronome ici. Donc si je le laisse sur la table,
il bat la mesure régulièrement, mais si j'essaie de le transporter, vous voyez qu'il perd son rythme, et si je l'incline, je perturbe aussi son rythme. Donc cet objet n'est pas transportable. Si je veux garder la précision, je ne peux pas le transporter. C'est lié au fait que c'est la gravité qui ramène le pendule toujours à sa position d'équilibre. Donc une solution à ce problème a été de remplacer cette force de rappel par gravité par une force de rappel par un ressort. Alors c'est Hooke qui a montré, on voit ici un anagramme d'une petite phrase en latin, ut tensio sic vis, qui veut dire que l'allongement du ressort est proportionnel à la force qu'on lui applique. Il fait cette découverte et il l'a décrit ici pour deux types de ressorts, le ressort en translation et le ressort en rotation. Alors c'est là que quelque chose d'important se passe. Si maintenant on combine un ressort de ce type avec une masse, donc deux objets qui en eux-mêmes n'ont pas de propriété temporelle, un ressort, il est là pour l'éternité, la masse, elle est là pour l'éternité, je les marie, je les associe, et entre elles, elles vont générer un mouvement qui a une propriété temporelle qui est la fréquence ou la période. Et cette fois-ci, on va pouvoir montrer que la période est exactement indépendante, parfaitement indépendante sur le plan théorique de l'amplitude. On a atteint l'objet qui, sur le plan théorique, a la propriété de base de la base de temps, la propriété fondamentale, de manière parfaite. Alors, ce qui a été retenu comme oscillateur, c'est le spiral avec un balancier. C'est une variante de ce que j'ai ici, qui est simplement en rotation. Et avec cette variante, donc ça donne ça. Beaucoup d'entre vous le connaissent, le balancier spiral. Oui, je peux le transporter. Et si on faisait la mesure, vous verriez que la période n'est pas affectée par les translations que j'applique à cet objet. Parce que son centre de gravité est fixe. Donc voilà, on peut maintenant remplacer le pendule de nos horloges par le balancier et faire des horloges de marine qu'on pourra emmener sur les océans et plus tard mettre au poignet pour avoir le temps toujours embarqué sur notre corps. Voilà l'objet et le titre de la conférence, les ressorts intimes du temps. C'était un titre au premier degré. On a un tout petit ressort extrêmement fin, extrêmement souple, dont la rigidité est constante et qui, marié avec une inertie connue, va donner la fréquence de la montre. Typiquement 3 Hz, 4 Hz dans les montres habituelles. Donc 4 battements par seconde. On a maintenant une difficulté, c'est de maintenir cet oscillateur en mouvement. Comme la balle qui est morte sur le sol, l'oscillateur, la balançoire, elle s'arrête si on ne la maintient pas. Les enfants le savent. Et comment maintenir une balançoire en mouvement sans perturber sa période? Ça se fait exactement comme je le montre ici, avec ce qu'on appelle un échappement. Il y a 2 tocs. À chaque passage du bâton qui est attaché sur la balançoire, dans la fourche, il y a un déclenchement et une impulsion. Déclenchement, impulsion. Déclenchement, impulsion. Si cette fourche est placée au point le plus bas de la trajectoire de la balançoire, alors on peut montrer que la période n'est pas affectée. On a réalisé le garde-temps qui pourra maintenir sa fréquence sur de très longues durées. Alors les échappements qu'il y a dans vos montres actuelles, si elles sont mécaniques,
ont exactement le même principe. Le bâton, c'est la goupille ici, qu'on appelle une cheville rouge, qui vient dans la fourche. Et cette encre, elle va faire exactement le geste que moi je fais avec la main et redonner de l'énergie au balancier. C'est l'organe le plus pointu, le plus délicat de la montre mécanique, et c'est lui qui a focalisé tout le génie des horlogers sur les siècles passés pour réussir à améliorer ses performances. Voilà, on est maintenant sur la grande tranche qui va du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, avec des bases de temps mécaniques excellentes. On a réussi à battre le soleil. Si maintenant, avec votre montre mécanique, chaque fois qu'elle indique midi, vous prenez une photo du soleil au cours de l'année, eh bien, vous serez plus précis que lui. Certains jours, il sera en retard, certains jours, il sera en avance. En fait, la durée du jour, donc la durée du retour du soleil au même endroit dans le ciel, varie d'environ 30 secondes, plus ou moins 30 secondes selon les périodes de l'année. Et ça se cumule, et on arrive à des retards jusqu'à 15 minutes lorsqu'il est midi. Donc la montre mécanique, aussi simple, donc c'est vraiment, on le voit, cet objet alimenté par celui-là permet d'avoir un temps artificiel plus précis que le temps des astres, en tout cas le temps du soleil. On peut maintenant tracer une courbe d'avance ou de retard du soleil par rapport à notre temps à nous, notre temps artificiel qu'on va appeler le temps, le vrai temps. Et on va dire, voilà, c'est le soleil qui est en retard par rapport à nous. On appelle ça l'équation du temps. Alors, on voit apparaître maintenant une dualité que déjà Newton mentionne. Il distingue un temps absolu, vrai, mathématique, c'est ce que j'ai souligné en rouge ici, qui l'oppose à un temps relatif, apparent, vulgaire. Voilà, alors la question va être maintenant de savoir lequel est le vrai temps et qu'est-ce qui est finalement la vraie référence. Qu'est-ce qu'on veut comme temps? Sur quoi on veut se synchroniser, nous les humains? Alors on va commencer à améliorer ce découpage en accélérant les tranches. Donc on était à peu près à 4 Hz, et là avec le quartz on monte à 36 000 Hz. On va couper la seconde en tout petits morceaux. Alors j'ai cherché des moyens d'illustrer ce découpage. Alors avec ça j'arrive pas aux 36 000 Hz. J'ai un diapason. J'ai pris un magnifique là, 440, et j'ai trouvé quelque chose de plus moderne. On va voir si j'arrive. Alors cet appareil me permet de « 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2700, 2900, 3000, 3700, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 12 000. Et là, on est pour les jeunes qui entendent encore, on est à la moitié de la fréquence du quartz. Donc il faut imaginer qu'on monte encore une octave et on est au quartz. Le téléphone ne permet pas et l'oreille humaine apparemment s'arrête à peu près à ces fréquences-là. Voilà, on est à Neuchâtel en 1967 avec ce fameux quartz. Et on continue le découpage avec les horloges atomiques, et cette fois-ci la seconde, elle est découpée en 9 milliards de tranches. Alors je n'ai pas de démonstration, d'ailleurs il n'y a plus de ressort. Donc on est hors cadre dans cette conférence, je n'ai pas besoin de vous illustrer cette fréquence-là, mais la stabilité des horloges est complètement incroyable. Vous mettez 2 horloges, vous les lancez et les synchronisez à un instant T, vous attendez 160 millions d'années et vous comparez l'heure qu'elles indiquent, il y en aura une qui aura peut-être pris 1 seconde d'avance sur l'autre. Donc on a l'impression d'avoir enfin capturé ce temps absolu grâce à nos appareils. Malheureusement, les mécanismes célestes sont moins réguliers que nos fantastiques appareils. Donc la Terre, elle tourne sur elle-même avec une vitesse qui fluctue d'année en année, liée à différents phénomènes
comme le mouvement des plaques terrestres. Et on ne sait pas prédire cette vitesse. Et du coup, chaque année, en fait tous les 6 mois, on nous annonce qu'on va ajouter ou pas une seconde qu'on appelle intercalaire pour recaler notre temps fantastique dont on est tellement fier. Il y a eu 26 secondes qui ont été ajoutées depuis 1976 pour recaler UTC sur UT1. On recale notre temps artificiel sur le temps naturel pour qu'on reste synchronisé avec notre environnement. Donc c'est un premier paradoxe, c'est qu'on crée un temps absolu et après on le corrige manuellement. Donc pour moi, ce n'est pas ce qu'on appelle de l'absolu. Et puis un autre paradoxe, c'est lié à la relativité. Par exemple, dans tout le système GPS qui nous entoure, les horloges vont très vite. Et le fait qu'elles aillent vite fait que leur fréquence est décalée par la vitesse. Donc on les synchronise. Si on les synchronise sur la Terre, en orbite liée à la vitesse, elles vont prendre 7 millisecondes de retard. Mais elles sont aussi plus loin du centre de la Terre, elles ont donc une gravité moins forte à cet endroit-là. Et selon la théorie de la relativité générale, cette fois, il y aura 46 millisecondes d'avance. Les deux effets se cumulent et on sort de l'histoire avec 38 millisecondes d'avance par jour si l'horloge est réglée pour être synchrone sur Terre. C'est un gros décalage qui ferait que vos GPS, chaque jour, prendraient 10 km d'erreur liée à cette erreur. Donc on compense ça avant le décollage et les satellites, une fois en orbite, ont l'heure bien synchronisée. Alors encore une fois, le temps absolu nous échappe malgré nos artifices incroyablement précis. Voilà, on arrive déjà à la conclusion de cette première tranche, donc, que j'ai illustré comme ça. 2 temps, le temps astronomique, d'abord le temps solaire qui est devenu éphéméride et qu'on appelle maintenant temps universel UT1, et de l'autre côté le temps artificiel, horloge à pendule, puis horloge atomique, et pour les faire concorder, on triche chaque année, et on appelle ça temps universel, et celui-là temps universel coordonné. Donc on voit qu'on triche avec les mots, c'est ni absolu, ni universel, puisqu'il faut finalement bidouiller tout ça pour que ça marche. Mais voilà, c'est le temps universel. Alors quel est le temps vrai finalement ? Est-ce qu'on converge vers quelque chose ? Alors j'ai ici une petite piste, c'est que les pulsars, qui sont des objets célestes qui tournent sur eux-mêmes très très vite et émettent un rayonnement électromagnétique qu'on peut capter sur la Terre, comme la lumière d'un gyrophare, si vous voulez, eh bien, ils sont extrêmement stables et on observe qu'ils ont la même stabilité que nos horloges atomiques. Donc, il semble que cet objet horloge atomique a le même temps que les pulsars. Donc il semble quand même qu'on converge, c'est un petit peu rassurant. Voilà, ça c'est un peu le grand arc, et nous on va revenir tout à l'heure à l'aspect mécanique. Et pour juste conclure, j'ai un joli exemple ici d'un objet qui illustre un mouvement continu et qui s'accélère, un peu comme nos bases de temps.
maintenant, on reprend notre processus créatif et on va essayer de voir comment nous, cette équipe de l'Instant Lab à l'EPFL basée à Microcity, a fait sa contribution avec cette horloge. Alors voilà, si on veut, en un coup de pinceau, de quoi il s'agit. Les premières horloges dans nos églises, nos clochers, le pendule, et on essaye de faire le grand saut là, de se dire, voilà, toute cette histoire qu'il y a eu là, elle dépend d'un choix qui s'est fait à ce moment-là, avec le balancier spirale. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de peut-être proposer un autre oscillateur qui ne soit pas un pendule, qui ne soit pas un balancier spirale, et qui peut-être nous affranchisse de ce complexe échappement. On a ici un panorama avec des dessins à la main levée d'Olivier Lesser, qui est la personne qui m'a invité ici. Donc il a fait un dessin des principaux échappements, placés ici chronologiquement. On ne voit pas très bien ici les images. C'est un poster qu'on peut obtenir si ça intéresse certains. Et c'est juste pour montrer qu'il y a une extrême variété d'échappements et qu'on continue à en inventer. Donc ici, il y a le sien d'ailleurs. Ici, il y en a un où j'ai contribué. Donc encore maintenant, les gens continuent à inventer des nouveaux échappements et c'est un énorme gouffre à idées et un énorme, disons, une énorme inspiration pour les concepteurs mécaniques. Et nous, on se permet, on a le bagou de dire peut-être que tout ça c'est inutile, il suffit de prendre un autre oscillateur et cet élément-là, cet organe qui est l'organe de la voix, de l'horloge, c'est l'organe qui fait son tic-tac, on va peut-être pouvoir avoir une horloge qui vit sans cet organe. Alors, on va essayer de vous raconter l'invention. Alors, quand on raconte une invention, en général, on ne raconte pas l'invention dans l'ordre où elle est née, dans les méninges de ceux qui l'ont faite, parce que c'est un chemin tordu. Donc, on va vous raconter une belle histoire qui est un petit peu une histoire a posteriori de l'invention, mais qui permet, je trouve, d'un point de vue didactique, de vous passer le message. Alors, si vous voulez une fois savoir les vrais chemins, eh bien, vous venez à l'apéritif parler avec les concepteurs qui sont là, ils vous raconteront comment eux ont fait les étapes clés de cette invention. Ici, on va essayer de prendre un chemin assez linéaire, en regardant encore une fois le ciel avec les lois de Kepler, qui a observé que les planètes avaient des orbites elliptiques, avec le Soleil au foyer de ces ellipses. Il a aussi montré la période de ces orbites, qui dépend de la racine carrée du rayon au cube. Donc on va lancer deux planètes sur deux orbites. Une orbite est 4 fois plus grande que l'autre. Et la planète qui est sur la petite orbite a une année qui dure moins longtemps que la planète sur la grande orbite. Si vous faites le calcul, 4 au cube, ensuite vous faites la racine carrée, vous allez trouver un facteur qui va s'afficher là. Donc on regarde les nombres de tours de la première, et la deuxième passe après 8 tours de la première. Donc on a un système qui n'est pas isochrone. Newton a cherché à expliquer ces lois observées par Kepler, et en cherchant à les expliquer, il a trouvé la loi de la gravité. Donc la pomme qui est attirée vers le sol, sur Terre, eh bien cette force-là, c'est la même qui attire la Lune vers la Terre. Ce fameux livre. Et dans sa recherche, il a émis plusieurs hypothèses, donc les bonnes qui sont restées valables aujourd'hui, et d'autres hypothèses qui sont restées simplement dans le livre, dont une hypothèse qui était que la force d'attraction était peut-être proportionnelle à la distance. Il a imaginé que peut-être que plus la Lune serait loin de la Terre, plus elle sera tirée fort, comme si c'était un ressort qui tenait la Lune à la Terre. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Néanmoins, il a émis cette hypothèse et il a essayé d'observer quelle serait la trajectoire des astres. Et il a observé que ce serait une ellipse. Donc c'était une bonne tentative. Mais deux choses ne concordaient pas. La première, c'est que le Soleil aurait été au centre de l'ellipse et non pas au foyer. Et deuxième problème, incohérence avec les observations, c'est que les périodes de toutes les orbites seraient les mêmes.
Donc on aurait un système solaire isochrone, l'année serait la même sur toutes les planètes, ce qui n'est pas le cas. Et voilà, cette idée reste dans ce livre jusqu'à ce que certains qui continuent à lire ces livres, dont Ilan Vardi, qui est ici dans la salle, repèrent cette phrase et me disent « c'est ce qu'il nous faut, ça, cette phrase-là, corollaire 2, c'est ce qu'il nous faut pour créer une nouvelle base de temps ». Alors voilà le système solaire isochrone. On met une force proportionnelle à la distance et on lance 3 planètes ici sur des orbites quelconques et on voit qu'elles passent toute la ligne d'arrivée ensemble. C'est le fameux isochronisme. Voilà, c'est là qu'on intervient et on se dit cet objet mathématique décrit par Newton, on pourrait le transformer en un objet physique. C'est aisé, il suffit de prendre un clou à la place du Soleil, un ressort pour la force et un caillou pour la planète. Et on lance le caillou et il devrait tourner avec une période indépendante de la manière dont on lance le caillou. Alors on va essayer de l'illustrer. On va voir que ce n'est pas si facile. Donc, j'ai une masse, c'est un petit bonhomme rempli de sable, et j'ai un ressort. Alors, le problème, c'est que dans cette expérience, il n'y a pas une gravité en plus qui tire la planète ailleurs que vers le Soleil. Donc ici, moi, il faut imaginer que cette masse ici ne tombe pas. Alors, il faudra trouver un moyen de faire qu'elle ne tombe pas. Et puis, on va quand même essayer. Ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de faire tourner mon objet. Et plus je vais vouloir aller vite, plus la force centrifuge sera grande, donc l'objet sera loin. Et donc, je ne vais pas arriver à aller plus vite. Il va aller, lui, plus vite sur son chemin, mais le temps pour faire un tour devrait rester à peu près le même. On va essayer. Là, j'essaye d'augmenter peu à peu la vitesse, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la masse va plus loin, mais en fait, je n'augmente pas la vitesse. Donc, je ne peux pas accélérer. Vous pouvez essayer après. Il n'y a pas moyen d'accélérer. Donc, on a un objet dont la vitesse, c'est pas la vitesse, mais la période de rotation, le temps qu'il faut pour faire un tour, est indépendant du moteur. Je ne peux pas aller plus ou moins vite, ça va toujours à la même vitesse en termes de tours par minute. Donc on a réussi à créer l'isochronisme qu'on peut encore une fois illustrer ici, puisque c'est la propriété de base. La note de ce gong est la même que je le tape fort ou doucement. Et maintenant, au lieu d'une vibration qui fait des allers-retours, on a une vibration qui est continue. Ici, la masse avance et recule. On a des arrêts, des demi-tours, alors que le mouvement de notre nouvel oscillateur, il est continu. On a réussi à créer ce continuum. On voit une animation de l'objet, avec le soleil au centre, et la période indépendante de l'énergie qu'on met dans l'oscillateur. Et là, on dit que c'est nous qui avons eu l'idée de matérialiser, encore une fois, ces choses qui étaient décrites dans le fameux livre de Newton. Alors voilà, maintenant on est devant le défi technique cette fois-ci, c'est plus conceptuel, c'est technique de réaliser l'objet qu'on a dessiné sur la planche de Newton avec le ressort, en s'affranchissant des problèmes qu'on a vus ici, la gravité qui pose des problèmes, et un second problème, c'est que la masse n'est pas ponctuelle. Donc dans les équations de Newton, ici, cet objet est considéré comme une masse ponctuelle, c'est-à-dire que quand elle tourne, toute l'énergie est en translation. Elle n'est pas en train de tourner sur elle-même et d'avoir de l'énergie de rotation. Alors que quand j'ai fait mon expérience, le bonhomme ici, il a la tête en bas, puis là, il a la tête en haut, en bas, en haut, en bas. Donc là, ce bonhomme, il a une énergie cinétique de rotation
de translation parce qu'il monte et il descend, mais aussi de rotation parce qu'il change d'orientation. Donc, pour qu'il se comporte comme une masse ponctuelle, il a fallu avoir une idée qui est celle de faire le mouvement qui est décrit ici. Donc, c'est de faire ce type de mouvement-là, qui est un mouvement qui n'est pas une rotation, contrairement à ce que l'intuition peut-être vous dit, puisque l'objet ne change pas d'orientation lorsqu'il bouge, il n'y a pas d'énergie cinétique en rotation, il se comporte comme si toute la masse était concentrée en un point. Donc on arrive avec ça à s'approcher du système décrit par Newton. Pour l'insensibilité à la gravité, on va réussir à guider notre masse dans un plan. C'est ces deux éléments-là. Après, il nous faut un ressort, c'est la partie un peu plus facile, mais il faut qu'il ait vraiment une relation linéaire avec le déplacement et que cette force soit indépendante de l'orientation. Il faut que dans toutes les directions, quand je suis là, je suis attiré avec une certaine force, et quand je suis ici à la même distance, ça doit être la même force, indépendante de la direction. On parle d'isotropie de force. Voilà, donc c'est toutes ces propriétés que l'objet physique doit avoir. Comment réaliser l'objet? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Alors, on avait un peu de chance, puisque j'ai fait moi-même ma thèse sur la conception d'éléments ressorts qui guident. Donc on avait déjà les mots-clés qui sont nécessaires là, on les avait. Et puis là, je vous montre, je suis tout fier, j'ai un nouveau livre qui est sorti cette semaine, qui s'appelle « The Art of Flexure Mechanism Design ». C'est un livre à 4 auteurs. Et dans ce livre, alors, je n'ai pas cherché la page, mais il y avait en fait déjà la solution à notre problème. J'avais déjà inventé ça, mais je n'étais pas conscient que c'était une base de temps. Donc on a repris certains des éléments de ce livre et de ma thèse de l'époque, et on a, en fait, en très peu de temps, quelques semaines, on a réalisé cet oscillateur. Donc là, le bloc rouge au centre, ce serait la masse, le cadre bleu est fixe à l'extérieur, et on a 4 lames flexibles, et ces 4 lames flexibles ensemble font que le bloc rouge veut toujours revenir au centre, et que la force qui tire le bloc rouge au centre est proportionnelle à la distance au centre et indépendante de la position. Donc on a les propriétés recherchées. En outre, la masse ici ne peut pas sortir du plan. Donc si je maintiens ce cadre bien horizontal, je vais réussir à réaliser les conditions requises par Newton. Alors on a ici la pièce, la toute première pièce réalisée. Donc elle ne fonctionne qu'à plat. Donc si je m'incline, quand je vous la montre, la gravité perturbe, comme le pendule. Donc on a un problème avec la gravité. Mais si je la mets à plat, l'effet de la gravité n'intervient plus dans la cinématique et la dynamique du mouvement. Donc j'ai réalisé un oscillateur, alors encore une fois qui ne marche qu'à plat, mais qui a les propriétés requises par les équations de Newton. Maintenant, il va falloir maintenir en mouvement cet oscillateur. Alors, pour vous illustrer le mécanisme de maintien, j'ai pris un exemple qui est connu, qui est ce qu'on appelle le pendule sphérique. Une corde, une masse, et on lance la masse, et elle va osciller en faisant des révolutions. Et si on veut maintenir le système en mouvement, c'est facile, on prend un bâton et on pousse sur la corde. On peut maintenir maintenant l'oscillation par une pression continue et non plus par des chocs. Il n'y a pas besoin de donner une impulsion à la corde, je peux pousser la corde de manière continue. Donc, la réalisation pratique, c'est ce qu'on a appelé une manivelle, simplement cette pièce beige à laquelle on applique un couple et qui va pousser la planète sur son orbite. Donc là, on peut la voir. Donc, on l'a réalisé par un simple oblong avec un axe. Et cet oblong va s'engrainer sur une goupille, sur la masse, et en mettant du couple, on va pousser la masse, et la masse, elle, va suivre l'orbite qu'elle veut, et ça ne nous importe pas, puisqu'on sait que quelle que soit l'orbite, la période sera toujours la même. Voilà, grâce à ça, on a réalisé, c'était en 2014, le tout premier prototype avec l'aiguille des secondes, que vous voyez là, qui avance en continu, puisqu'il n'y a plus d'arrêt, et une horloge parfaitement silencieuse.
Encore une fois, elle ne fait pas de bruit, mais elle est sur le devant de la scène. On a ici une visite de personnes que vous reconnaissez peut-être, qui viennent regarder l'horloge avec des personnes, je crois, qui sont dans la salle. Vous pouvez voir nos stars locales. Et l'oscillateur ici, et les explications que je vous donne, qu'on donne ici au plus haut niveau. Donc de nouveau, ça intéresse beaucoup la région et la Suisse en général. Maintenant, on en vient à la dernière tranche de cette présentation, qui va traiter de l'horloge qui est maintenant au MIH, en exposition. Donc c'est la tranche qui, ceux qui connaissent le sujet, probablement connaissent le moins, parce que je ne crois jamais parler en public de cette invention-là. Elle est décrite dans les brevets, mais elle n'a pas été communiquée largement au public. Donc quelle est la question? Quel est le besoin? Qu'est-ce qu'il faut inventer maintenant? On a le problème suivant. Donc, on avait le pendule. Grâce à la force de rappel par ressort, on pouvait faire cet oscillateur-là, qu'on a mis en rotatif et qui est devenu insensible à la gravité. Après, si on prend le système à 2 degrés de liberté, il y a le pendule sphérique, qu'on a transformé en un système parfaitement isochrone grâce aux équations de Newton avec notre guidage plan, mais qui malheureusement est sensible à la gravité. Ça, c'est l'horloge qui est à l'hôtel de ville à Neuchâtel. Le parquet travaille, et parfois, quand le parquet travaille, l'horloge s'incline un petit peu, et on doit aller faire des corrections. Donc, on est sensible à la gravité, comme une pendule. Vos pendules aussi sont sensibles à la gravité. Alors, la question, c'est comment faire la même chose et en étant indépendant de la gravité. Alors, la réponse, elle est quelque part ici, c'est que qu'est-ce qui s'est passé de là à là? C'est la même chose, sauf que le centre de gravité de cette masse se déplace, change d'altitude avec le mouvement, alors que le centre de gravité de cette masse-là reste fixe. Quand ce balancier tourne, son centre de gravité est fixe. Donc, il est insensible à la gravité. Donc, il nous faut maintenant inventer un mécanisme qui a les mêmes propriétés que ça, mais dont le centre de gravité est fixe au cours du mouvement. Ici, ce n'est pas le cas. Le centre de gravité, c'est la petite croix. Elle fait la fameuse ellipse. Alors, comment faire? On veut que ça fasse une ellipse, mais que le centre de gravité reste fixe. Alors, voilà. On va vous laisser un petit peu chercher. Donc, si on généralise, on peut dire que tout oscillateur à 2 degrés de liberté, dont certains points suivent une trajectoire continue, sont des candidats. On pourrait par exemple prendre 2 balanciers spiraux qu'on emboîterait l'un dans l'autre, et le petit point rouge ici, vous voyez, il a un mouvement continu, qu'on a essayé d'illustrer dans la vidéo de droite. Elle tourne dans l'autre sens, mais c'est censé tourner comme ça. On suit une sorte d'orbite qui est inscrite sur une sphère et qui est continue. Donc, théoriquement, ça, ce serait un oscillateur potentiellement utilisable pour une base de temps. Mais il est assez difficile à réaliser sur le plan technique, mais c'est juste pour qu'on comprenne le concept d'un oscillateur généralisé à 2 degrés de liberté, et pas seulement en translation. Alors l'inspiration est venue cette fois-ci de l'œil. L'œil est une sphère qui est dans une cavité, et une sphère dans une cavité, elle a en principe 3 degrés de liberté. Donc dans le corps, on en a plusieurs de ces sphères dans les cavités. Il y a les yeux, il y a les hanches, il y a le crâne sur la dernière vertèbre. On va prendre la hanche. Donc la hanche, on peut bien l'illustrer. On peut tirer le ballon de foot, une rotation. On peut écarter la jambe, deuxième rotation. Et puis on peut tourner le pied en dehors et en dedans. Les danseurs connaissent ce mouvement. Donc, 3 rotations, c'est ce qu'aurait l'œil en principe. Il se trouve que si on analyse les mouvements de l'œil, on n'utilise que 2 degrés de liberté. Donc le système nerveux s'arrange pour que, quand on va regarder quelque part avec l'œil, il ait toujours la même orientation. Sinon, on n'aurait jamais la verticale, ce serait difficile. On aurait une question, je vous regarderai comme ça, parce que mon œil aujourd'hui est comme ça. Donc l'œil, il a appris à faire une cinématique bien précise. Et elle n'est pas triviale. Donc j'ai essayé de la décrire ici. Donc j'ai un œil, puis ce qui est derrière, c'est un tube simplement, qui est flexible dans toutes les directions, sauf en torsion. Donc ce tube, il bloque l'une des rotations de l'œil.
Et il se trouve que la manière dont il la bloque, cette rotation, c'est la même que ce que le système nerveux fait avec l'œil. Alors, ce n'est pas trivial, je vais vous montrer. Donc, si je vous regarde ici de face, j'ai mis ici la verticale, d'accord, dans l'œil. Je peux regarder les musiciens, je peux regarder le caméraman, je peux regarder le plafond. Et là, quand je vous regarde, on a toujours la verticale qui est verticale. Maintenant, imaginez que je rêve. Je regarde un peu en l'air. J'ai la tête bien droite, hein, je n'ai pas à tourner la tête. J'ai la tête verticale, mais je regarde un peu en haut. Et maintenant, je vais vous regarder. Et je ne triche pas. Hein. Vous voyez que la verticale de l'œil n'est plus verticale. Donc, lorsque je vous regarde maintenant, sur ma rétine, les lignes verticales de la pièce ne sont pas verticales. Et c'est comme ça, on vit avec ça. C'est une propriété de l'œil. Et cette loi cinématique s'appelle la loi de Listing. Et on a publié des articles dans les revues sur l'œil suite à nos inventions mécaniques. Pour la petite histoire. Alors, cette articulation, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi un joint homocinétique entre dans votre voiture, ce qui tient la roue avant, qui peut changer d'angle. On veut que la roue avant ait la même vitesse que le moteur, si vous voulez, et on a un joint homocinétique. Donc c'est là, comme quand je fais ça, la vitesse de rotation de la main droite est la même que la vitesse de rotation de l'œil. Il se trouve que c'est encore une fois les mêmes cinématiques. Alors dans le cas de l'œil, simplement la vitesse angulaire est nulle, et donc l'œil ne tourne pas sur lui-même et suit sa fameuse loi de Listing. Alors maintenant, l'idée, c'est quoi l'idée? C'est d'avoir une sphère qui va pivoter sur elle-même, sans que son centre de gravité ne bouge, en respectant les 2 degrés de liberté de l'œil. Et en principe, en faisant ça, on va réaliser un oscillateur comme le balancier spiral, c'est-à-dire qu'il y aura 2 angles de rotation et dont le centre de gravité ne bouge pas, donc il sera insensible aux accélérations. Donc on pourra faire un mouvement continu. Alors pour l'illustrer, je peux profiter du tube pour créer un mouvement continu, sonore. On va voir si ça marche. Voilà les schémas, disons, scientifiques où on voit illustrer ces mouvements. Et voilà maintenant la réalisation physique, toujours selon les mêmes principes. Encore une fois, ces fameux guidages flexibles. On a réalisé une sphère qui pivote autour de son propre centre et qui veut toujours revenir à la position d'équilibre. C'est la pupille de l'œil qui regarde en face. Lorsqu'on écarte la pupille, elle veut revenir. Quelle que soit la direction où on l'écarte, l'œil on le monte, il veut revenir en face, on le descend, il veut revenir, etc. Si on parvient à lancer cette pupille, et l'œil va commencer à faire des tours, et on va pouvoir maintenir la masse en oscillation de manière continue, exactement comme l'autre, sauf que son centre de gravité qui est là ne bouge pas. Et on a résolu le problème. Alors maintenant, la question c'est de comment réaliser ça. Il faut donc quelque part mettre une rotule ici, plus un soufflet ou un tube qui bloquerait la rotation, etc. Donc nous, on l'a implémenté de manière très élégante avec simplement 4 tiges flexibles. 1, 2, 3. Donc je fais comme ça parce que la 4e, on ne la voit pas. Elle est dans l'axe, ici, on va la voir sur les photos après. Donc cette masse, comme une boule de pétanque, suspendue sur 4 tiges, elle a la même cinématique que l'œil. On voit ici une photo avec les tiges flexibles du tout premier prototype. Et une tige verticale qu'on ne voit pas ici, et une petite vidéo, ce serait la pupille, on met le doigt sur la pupille, on la lance, et elle va osciller, on va ici avoir des ordres. Il va falloir maintenir ce mouvement grâce à une manivelle comme on l'a vu avant. Première démonstration avec un moteur, un petit moteur électrique qui produit un couple constant et qui maintient cet œil en oscillation, et de nouveau c'est lui qui détermine la fréquence. Voilà, donc ça c'est l'objet qui nous attend
dans la salle du MIH, devant l'exposition La Neuchâteloise, avec au sommet cette boule de pétanque, si on veut, 3 tiges dans le plan, une tige verticale, elle est suspendue ici, la tige, et la petite manivelle. Ça, c'est l'invention. Et ce qui est en dessous, c'est simplement une horloge tout à fait traditionnelle, avec des rouages, il y a une masse en dessous qui met le tout en mouvement, qui aimerait accélérer cette horloge au maximum, mais elle ne peut pas accélérer puisque c'est en haut la manivelle qui détermine l'avance. Et on a mis une grande aiguille des secondes pour que vous puissiez voir concrètement que le temps est redevenu continu grâce à cette invention. L'aiguille des secondes avance sans saut, elle est vraiment fondamentalement continue, comme le mouvement des astres, et en dessous, on affiche l'heure civile. Donc on a fait le grand chemin, la boucle est bouclée.